L'évaluation des performances d'un test de dépistage ou de diagnostic en milieu hospitalier, laboratoire de recherche également, pourrait faire l'objet de ton sujet de recherche en travaux de fin d'études pour précisément les premiers cycles. Choisir un sujet de recherche pour les étudiants en premier cycle, étudiants ou étudiantes de premier cycle, peut devenir une tâche très difficile malgré que vous ayez suivi plus de 60, je ne sais pas, 120 heures, n'est-ce pas, d'initiation à la recherche. Ça peut être vraiment très difficile si vous avez manqué, n'est-ce pas, les points clés de cette initiation à la recherche. Mais je vous propose à partir de cette vidéo d'investiguer ou alors de vous situer dans l'évaluation des critères de performance d'un test de diagnostic ou de dépistage, n'est-ce pas, pour le cas des sciences biomédicales. As-tu des difficultés à trouver ton sujet de recherche? Quel est ton niveau? Premier cycle, c'est-à-dire les fins deuxième année ou alors licence en sciences biomédicales ou alors niveau master, je ne sais pas, ou niveau thèse. Mets ton niveau d'études en commentaire. Est-ce que tu rencontres des difficultés pour trouver ton sujet de recherche? Si c'est la première fois que tu pointes cette chaîne, je m'appelle Michael, je suis un passionné de biologie médicale. Et sur cette chaîne, je te partage des concepts de biologie médicale, conseils santé, je dis bien, conseils santé à large spectre, ok? Avec des collaborateurs, nous partageons notre passion au quotidien. Si toi aussi tu es passionné par ta santé, mets un pouce bleu, abonne-toi s'il te plaît, ok? Ça va faire en sorte que l'algorithme puisse mener cette vidéo à d'autres personnes qui rencontrent des difficultés pour pouvoir choisir un sujet de recherche. Allons-y en profondeur. L'évaluation des performances d'un test peut largement faire l'objet de ton étude. Je t'explique. Évaluer un test en milieu hospitalier peut être d'une importance capitale parce que c'est même une obligation de faire cette évaluation de façon quotidienne. Tous les protocoles de contrôle qualité standard ou en évaluation qualité interne ou externe de laboratoire en sciences biomédicales l'exigent. Pourquoi on doit évaluer? C'est pour toujours augmenter la qualité et par conséquent satisfaire nos clients, nos patients, nos communautés, nos populations qui en souffrent, qui sont le plus souvent affectées par des pathogènes. Vous comprenez? Et la situation de nos laboratoires en contexte limité. Je viens ici présenter toujours les contextes limités parce que à l'heure actuelle, certains contextes limités sont délaissés. OK? Ou alors, certains professionnels de la santé dans certains corps ont perdu cette passion-là, cette ambition, cette détermination. OK? N'est-ce pas? Cette conscience professionnelle-là, ou alors même la responsabilité professionnelle d'agir comme il faut de façon quotidienne. Je viens par ici éveiller la conscience de certains étudiants et étudiantes afin qu'ils ne se lancent pas dans le domaine avec les mêmes lacunes. Vous devez éveiller votre conscience s'agissant des choix des sujets de recherche. Arrêtons de travailler sur des sujets qui vont aller stagner dans nos bibliothèques. Des sujets que vous allez réaliser 10 ans après. Toi-même, tu vas t'asseoir, on va te demander quelle a été la pertinence de ton sujet. Tu vas nous donner cette pertinence, mais est-ce qu'elle a eu un intérêt palpable? Ça a aidé à faire avancer quoi dans notre système de santé? OK? Or, de façon quotidienne, je parle ici pour le cas des professionnels de la biologie médicale qui travaillent plus souvent dans les laboratoires ou alors les étudiants qui vont exercer dans les analyses biomédicales au quotidien pour la suite. Et en contexte limité, n'allons pas en fin d'études réaliser des recherches qui ne vont pas nous aider. Non.
Nous pouvons par exemple évaluer les performances de nos tests couramment réalisés. Ça peut être les tests rapides, le plus souvent les tests rapides. Beaucoup de laboratoires, beaucoup de cliniques, n'est-ce pas, dans certains contextes des pays non pas très développés, ou alors vraiment des pays en voie de développement, utilisent le plus souvent des tests rapides. Et comme test de confirmation, on va toujours référer nos échantillons, n'est-ce pas, dans des grands laboratoires, dépendamment de votre lieu, de votre localité. Or, nous devons, de façon quotidienne, réévaluer nos techniques ou alors nos tests rapides, implémenter d'autres nouveaux tests rapides qui sont plus ou moins efficaces et bannir les tests, n'est-ce pas, rapides, étudiés dans nos contextes qui n'ont pas une certaine efficacité. Ce n'est pas tous les tests rapides qui vont montrer leur efficacité dans votre contexte, non. Voilà donc grosso modo présenter l'évaluation, n'est-ce pas, des tests de dépistage ou de diagnostic couramment utilisés au laboratoire. Ou alors même les tests que vous réalisez de façon systématique. Vous devez toujours évaluer pour voir si c'est efficace ou est-ce qu'on peut, n'est-ce pas, chercher un test supérieur. Vous voyez que depuis, je ne vais pas dire la nuit des temps, l'évolution des sciences, vous voyez que les tests de diagnostic ne font qu'évoluer. Aujourd'hui, on a les tests moléculaires. La recherche de l'ADN, n'est-ce pas, reste l'une des techniques de diagnostic les plus poussées et les plus efficaces. Aujourd'hui, on parlait déjà de nanothérapie ou alors même des diagnostics, des techniques d'analyse automatisées. On veut passer, dans certains contextes, à des automates qui réalisent tout. Mais nous autres, en contexte limité, en tant qu'étudiants, vous devez réaliser des recherches non expérimentales, mais qui ont une bonne, n'est-ce pas, une bonne perspective et des intérêts palpables. Quand on dit évaluer dans un test, comment tu vas donc le faire? Ça peut être compliqué, n'est-ce pas? Avant de t'expliquer comment tu vas évaluer ton test, tu vas choisir un test ou alors une technique, un protocole analytique implémenté dans un laboratoire où tu as eu à te rendre le plus souvent. C'est bien important pendant, n'est-ce pas, vos immersions professionnelles, des stages académiques. Parce que tu ne peux pas faire des recherches, tu n'es jamais entré dans un laboratoire. Mais non, en tant que peut-être professionnel des sciences biomédicales. Donc, je suppose que tu es déjà allé dans un laboratoire et tu as fait des stages. Et forcément, tu as remarqué tellement de tests. Tu choisis une technique d'analyse. Maintenant, tu veux évaluer. Avant d'évaluer, tu dois comprendre quels sont les critères, n'est-ce pas, de validité au premier plan des tests qu'on utilise au quotidien. On a deux critères largement reconnus et je pense que tu le sais. Mets en commentaire si tu connais exactement les deux critères que l'on regarde le plus souvent ou même quand on veut présenter un test, c'est-à-dire que les agents commerciaux là, quand ils veulent présenter un test, quels sont les deux critères qu'ils utilisent le plus souvent pour donner, n'est-ce pas, pour prouver que le test est meilleur et adéquat? Mets en commentaire d'abord. Voilà. Il s'agit ici des critères de sensibilité et les critères de spécificité. Voilà les deux critères majeurs qu'on utilise au quotidien pour pouvoir évaluer l'efficacité, les performances et la qualité d'un test de dépistage ou de diagnostic. Le test que vous allez sélectionner, d'après la notice de votre fournisseur, il va vous donner la technique d'analyse qu'ils ont utilisée pour pouvoir évaluer les performances de leur test. Et à partir de cette technique d'analyse supérieure à la méthode présentée par le kit, on a ressorti les indicateurs de sensibilité et de spécificité, donnés en termes de pourcentage. Vous comprenez ça? Et les tests de dépistage ou de diagnostic ont des valeurs qu'on doit respecter. Il y a une norme qui régit tous ces critères-là. Et maintenant, une fois que vous avez votre test,
à disposition. Je répète bien, votre kit disponible au laboratoire présente le gold standard. Le gold standard ici, c'est qui? C'est l'examen supérieur plus efficace de référence qu'on a utilisé pour évaluer les performances de votre test. Ça peut être un test rapide, peut-être pour le diagnostic du paludisme, ou alors, je ne sais pas quel dépistage, l'infection, n'est-ce pas, l'infestation, ou alors, ça peut être pour le dépistage de tel ou tel autre, de n'importe quel type de pathogène. Il y a ce qu'on appelle le gold standard. Si on prend par exemple pour le cas le diagnostic du paludisme, nous sommes en zone endémique, n'est-ce pas, où c'est vie le paludisme. Le test, n'est-ce pas, de dépistage ici, c'est qui? Ce sont les TDR, les tests rapides qu'on utilise. Maintenant, le test de confirmation, c'est quoi? La goutte épaisse, n'est-ce pas? La goutte épaisse est le gold standard. Donc, si au grand jamais vous voulez évaluer les performances d'un test rapide et dépistage du paludisme, de tel ou tel type d'espèce du paludisme, vous devez utiliser comme gold standard qui la goutte épaisse. Donc, pour pouvoir évaluer les performances d'un test, vous devez déjà avoir à la main un gold standard, c'est-à-dire que le test complémentaire supérieur qui va être utilisé pour pouvoir évaluer l'efficacité de notre test rapide ou alors tout autre test de diagnostic. Ça peut être même une technique d'analyse biochimique. Ça peut être peut-être le test de dosage de la glycémie par telle ou telle marque qui utilise tel ou tel type de principe. Et puis, vous allez utiliser un autre kit d'un autre principe pour faire le dosage. Et vous pouvez également utiliser un autre appareil. Vous comprenez un peu l'approche. Donc, il faut toujours avoir un test, le test à évaluer avec qui? Le gold standard. Maintenant, vous avez compris le profil. Et s'agissant des deux indicateurs d'évaluation, les tests de dépistage sont le plus souvent très sensibles, mais avec une spécificité limitée. Et on vous dit parfois que les tests rapides immunochromatographiques, là, ils sont sujets à des réactions croisées. Mais en commentaire, si tu ne comprends pas ce qu'il veut dire réaction croisée sur un test de dépistage. OK? Maintenant, pour évaluer un test rapide, par exemple, pour le test rapide, peut-être de la toxoplasmose, vous comprenez, il y a les cassettes là, qui recherchent les anticorps immunochromatographiques sur les bandelettes immunochromatographiques. Pour évaluer, par exemple, ce type de test rapide de toxoplasmose, anticorps, vous pouvez utiliser comme gold standard qui la technique ELISA pour la recherche des anticorps IgG, IgM de qui? De toxoplasme. Comprenez là, voilà un exemple. Même chose pour les chlamydia. Il existe des cassettes, tests rapides immunochromatographiques pour le diagnostic du chlamydia. Vous pouvez évaluer ces cassettes avec quoi? Une technique ELISA. Et puis après, vous pouvez recommander cette cassette dans un centre de santé dans votre contexte. Ça peut aider afin que ceux qui sont sur le terrain ne continuent pas forcément à utiliser les kits. Certains kits, certes, ont eu une efficacité sur une certaine population, mais rien ne prouve que ces kits-là auraient une bonne efficacité dans notre population. Est-ce que vous comprenez cette pertinence? Un kit qui a été conçu en Chine et qui a été testé sur la population chinoise, par exemple, qu'est-ce qui prouve qu'il sera efficace sur la population camerounaise, ivoirienne ou je ne sais pas qui d'autre? Vous comprenez l'approche? Donc, et je le dis bien, les tests de dépistage ont certainement une bonne sensibilité, une bonne spécificité, mais ils sont le plus souvent très sensibles et sujets à quoi? Des réactions croisées, par exemple. Maintenant, les tests, n'est-ce pas, de diagnostic ont pour recommandation d'avoir une bonne sensibilité et surtout une très bonne spécificité. Elle ne doit pas réagir avec les réactions croisées. C'est le cas, par exemple, des tests ELISA, n'est-ce pas? Et les tests moléculaires. Si vous voulez évaluer une technique immunochromatographique, vous pouvez évaluer ça avec les techniques ELISA. Et si vous voulez évaluer une technique ELISA, vous prenez comme gold standard qui est un test moléculaire.
Et si vous voulez évaluer un test moléculaire pour le gold standard, vous allez utiliser un autre test moléculaire. La différence ici, ça serait quoi? Ça serait peut-être le type d'appareil que vous réalisez la recherche de l'ADN avec. Ça peut être la technique d'extraction ou alors le type de réaction moléculaire du test 1 doit être différent du test 2. C'est afin d'évaluer les performances du test. Vous comprenez ça? Encore que vous devez comprendre quel sera le choix, n'est-ce pas, de la population d'études. Voilà ainsi présenté le profil d'évaluation des performances d'un test de dépistage ou test de diagnostic. L'une des difficultés que nous rencontrons en contexte limité, pays en voie de développement ou sous-développé, c'est que 90% des laboratoires dans nos communautés n'ont pas les moyens de disponibiliser des plateaux techniques adéquats. On ne peut pas tous avoir des chaînes ELISA. On ne peut pas tous avoir des tests moléculaires ou alors des DINExpert par exemple, ou alors tout autre appareil pour analyse moléculaire. On n'a pas tous cette infrastructure-là. Ce qui fait qu'on est obligé de refaire des examens, parfois dans la localité ou alors à l'extérieur. Vous comprenez la pertinence? Vous voyez donc? Donc, face à cette limite-là, le plus souvent, on a les techniques ELISA à disponibilité. Les tests d'immunofluorescence à disponibilité. Mais regardez même par exemple au niveau des microscopes. Toi, par exemple, tu as eu à avoir un microscope électronique en live? Je ne pense pas. Or, dans certains contextes, c'est accessible. Mais en zone limitée, non, on a le plus souvent des microscopes optiques. C'est-à-dire que vous avez un grossissement limité. Si je prends par exemple dans le cas des recherches au niveau des virus, par exemple, que ce soit les virus de grippe ou alors tout autre virus, est-ce que tous nos laboratoires peuvent réaliser des cultures? Non, non, non. Ce n'est pas accessible à tous. Le plateau technique là, ce n'est pas accessible. Et je ne parle même pas de la qualification biologique des poches de sang s'agissant de la recherche des germes tels que les virus dans nos poches de sang. Est-ce que nos laboratoires réalisent des tests moléculaires pour la confirmation de la qualité, n'est-ce pas, biologique des poches de sang? Le risque zéro n'existe pas. Mais est-ce qu'on utilise les tests moléculaires pour qualifier? Est-ce que tous les laboratoires qui utilisent ça? Pas forcément. Le plus souvent, on utilise les techniques ELISA. Le premier palier, on a les tests rapides et le deuxième palier, les tests ELISA de 4e génération. Mais ce n'est pas tous les laboratoires qui réalisent des tests moléculaires, par exemple, sur les poches de sang. Vous voyez? Donc, pour moi, je pense qu'il serait pertinent d'arrêter de faire des recherches de prévalence. Oh, prévalence de ceci. Prévalence de cela, non. Évaluer aussi les performances des tests qu'on utilise au quotidien. N'importe quel test. Choisis ton test, tu choisis un gold standard et puis tu évalues les performances à travers, n'est-ce pas, le calcul des indicateurs qu'on a cités, les indicateurs de sensibilité et de spécificité. Mais tiens-toi tranquille. Au premier cycle, on peut tolérer que vous fassiez l'évaluation en étudiant ces deux critères-là. On vous demande d'ajouter peut-être deux autres critères sur ça, tels que les critères de valeur prédictive, c'est-à-dire associés à la sensibilité et la spécificité. Vous devez faire également le calcul des valeurs prédictives positives et valeurs prédictives négatives de votre test. C'est très important. Du moins, à ce niveau, on peut tolérer les 4 indicateurs-là. Mais maintenant, quand vous êtes en deuxième cycle, c'est-à-dire que les masters et voire même doctorat, vous devez faire l'investigation totale. Je parle ici de quoi? Vous allez faire, ajouter à ça les vraisemblances. Vraisemblance positive, critères de vraisemblance négative. N'est-ce pas? L'indicateur de Youngday, n'est-ce pas? Les intervalles de confiance, ok? Et ajouter à ça, vous devez ressortir la courbe de seuil
n'est-ce pas? La courbe de seuil de sensibilité et de spécificité, n'est-ce pas? L'AUC ou encore la courbe ROC. Cette courbe-là, n'est-ce pas? On trace cette courbe automatiquement, autant pour moi, à partir des valeurs de la sensibilité et la spécificité. Et à partir de cette courbe-là, on peut déterminer la plage de valeur seuil. Vous comprenez? Et la valeur doit être le plus souvent c'est entre 0,5 et 1. Sinon, n'entrons pas trop dans les détails. Pour les deuxième et troisième cycles, vous devez évaluer tous les indicateurs. Et à la fin, ressortir une conclusion sur ce test que vous avez évalué. De plus, l'air sous la courbe de ROC, cette courbe-là dont on vient de parler, qui nous permet de donner, n'est-ce pas, une plage de valeur globale d'un test et nous montrant ainsi la possibilité de déterminer les sujets malades des non malades. Plus précisément quoi? Après l'évaluation du test, cette est sur la courbe de ROC, n'est-ce pas? Ou encore l'AUC, cette courbe-là, n'est-ce pas? L'air sur cette courbe-là, cette plage de valeurs-là, assurée là, que je vous présente dans ce cliché, n'est-ce pas? Visible, ici, nous donne donc cette évaluation globale du test. Et nous précisons donc que, en entrant en profondeur, et je précise bien, mettez en commentaire, vous voulez apprendre, que j'en parle davantage sur cette méthode. L'évaluation des performances d'un test se situe avec la présentation ou le ressorti des indicateurs d'évaluation du test. Et parmi ces indicateurs d'évaluation de performance, n'est-ce pas, on a les critères de validité intrinsèque, n'est-ce pas, les critères de validité extrinsèque et les indicateurs globaux, c'est-à-dire que les critères qui évaluent de façon globale le test. Et dans les critères d'évaluation intrinsèque, on a parlé de qui? La sensibilité, la spécificité et bien d'autres. Et dans les critères de validité extrinsèque, on met qui ici en avant? Les valeurs prédictives positives et les valeurs prédictives négatives. Si tu ne comprends pas c'est quoi cette histoire des valeurs prédictives positives, n'est-ce pas? Les VPP et les VPN, je te refais dans ton cours d'épidémiologie ou alors je te refais dans ton cours d'initiation à la recherche ou mets en commentaire pour que j'en parle davantage. Et pour clôturer, les critères, n'est-ce pas, de validité globale, c'est-à-dire que le critère global là, ces critères qui évaluent le test de façon globale, on a parlé de qui? L'indice de Youden, bon la prononciation peut être bizarre, mais bon, Youden. Cet indicateur nous donne de façon globale l'efficacité, les capacités sur l'efficacité du test. Et associé à lui, on a le plus populaire qui est donc l'air sur la courbe de qui? De ROC. Cette courbe-là qu'on trace à partir des données de la sensibilité et de quoi? De la spécificité. Cette courbe-là qui nous donne la plage de valeurs nous permet maintenant de déterminer les malades des non malades. C'est très important à comprendre. Nous avons fait une formation initiative en vous présentant un document que vous pouvez prendre par exemple comme un catalogue ou un livre que vous allez utiliser comme guide pour complément à votre initiation à la recherche. Si vous avez loupé le cours là, vous pouvez suivre mon guide. Le lien vers cette vidéo va s'afficher ici, n'est-ce pas? Ça va s'afficher quelque part là. Suivez ce lien pour aller suivre cette vidéo là.
C'est une vidéo de près de 38 minutes où je vous introduis le manuel ou alors le catalogue. Prenez ça comme vous voulez. Mais je suis persuadé qu'à partir de ce catalogue-là, qu'importe votre spécialité, que ce soit les sciences de la santé, les sciences sociales, les sciences, n'est-ce pas, en nanotechnologie, je ne sais pas quelle autre spécialité vous faites, ce guide sera d'une importance capitale. Ça va beaucoup vous aider. Ça va compléter votre initiation à la recherche. Que vous l'avez fait ou pas, à la fin de la lecture de ce manuel, qui a moins de 400 pages, vous aurez tous les enseignements nécessaires. Et associé à ce guide, vous pouvez suivre nos vidéos d'initiation à la recherche sur le choix des sujets et l'exploration des sujets de recherche. Ça va beaucoup vous aider. Allez regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas encore fait. Dans cette vidéo, je mets en avant les problèmes que vous aurez dû prêter attention ou alors ceux que vous allez forcément rencontrer si vous avez biaisé, je dirais même plus, si vous avez raté votre formation ou votre initiation en recherche, n'est-ce pas, scientifique. C'est très important. Maintenant, mettez en commentaire si vous voulez savoir comment on va explorer ce type d'études. Quels outils vous avez utilisé pour faire l'analyse des données? Ce n'est pas manuellement que vous allez faire ces calculs, hein. C'est de façon automatique. Vous comprenez ça? Comment vous devez calculer ces fréquences-là? Comment calculer cette sensibilité et spécificité? Quelle formule utiliser? Comment faire la revue de littérature quand vous faites ce type d'études? Comment vous allez faire la discussion? Comment vous allez faire la méthodologie? Le type d'étude, le calcul de la population, comment choisir son test à évaluer? Comment choisir sa population sur qui on va faire les prélèvements d'échantillons pour l'évaluation? Comment vous allez le faire? Comment schématiser votre étude? Mettez en commentaire et on va revenir si vous voulez qu'on en parle davantage. Et je tiens à préciser que, certes, dans nos contextes, on aime souvent les tests rapides parce qu'ils sont faciles à utiliser, à faible coût et rapides. Vous comprenez? Or, il est difficile de faire comprendre aux populations, aux clients, aux patients que il serait mieux de patienter qu'on réalise une technique poussée, comme la technique ELISA qui peut prendre 1, 2 à 3 heures, n'est-ce pas, avant qu'on puisse avoir un résultat. C'est souvent cette différence-là qui est entre les tests de dépistage rapide là, et les tests, n'est-ce pas, de diagnostic. Les tests de dépistage rapide, on réalise ça sur de larges populations et c'est utilisé de façon présomptive, rapide à utiliser, rapide dans la réalisation et facile et bien évidemment à faible coût. Or, les tests de diagnostic poussés, comme les techniques ELISA ou moléculaires, c'est coûteux, très coûteux. L'installation des appareils, l'achat des kits, c'est coûteux. Et le test prend du temps. C'est lent, ça prend du temps. S'agissant même peut-être des cultures bactériennes ou des virus, ça prend du temps. N'est-ce pas? Oui, 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 oui. Voilà un peu cette différence-là qui est entre les deux profils-là. Or, si en tant qu'étudiant, vous essayez de faire des recherches, n'est-ce pas, des recherches comme ça en amont, vous allez par exemple proposer à certains laboratoires d'utiliser tel ou tel type de test parce que vous avez déjà fait cette évaluation-là. Vous aidez dans le laboratoire, n'est-ce pas, à choisir le meilleur test rapide pour utiliser au quotidien. Voilà ainsi présenté les sujets en guise d'évaluation des performances d'un kit ou alors d'un test de dépistage ou de diagnostic. À très bientôt pour une nouvelle perspective.